André Jourdan, qui est professeur d'université à Genève. Il a peut-être un compte en Suisse, on verra si c'est d'actualité. Et ensuite, donc, côté Québec, je ne sais pas s'ils ont des paradis fiscaux là-bas, donc on a une enseignante du premier degré qui est aussi l'équivalent de, je pense, animateur TIS en France, on s'appelle responsable des TIS à l'école de Fleur-Soleil au Québec, et qui s'occupe également de formation des enseignants, qui a un blog, laclassedebrigitte.com, ça c'est pour les parents, et brigitte.leonard.com. Ça c'est son blog où elle présente un petit peu ses activités. Alors, moi-même je suis Eric Fourcault, je suis chef de projet à l'Université d'été Ludovia qui a été créé en 2004. Et l'idée justement c'était de parler du ludique dans l'éducation. Alors pour une petite info, quand j'ai créé cette université d'été, je suis allé voir l'éducation nationale et on m'a dit « Oh là là, pour apprendre on ne s'amuse pas ». Donc c'est pile poil le sujet de la table ronde. Comme on n'aura pas le temps, je vous ai amené deux ouvrages. Il y en a un qui est sa deuxième édition, qui s'appelle « Introduction au service game ». Et là, vous avez la totale sur le service game. C'est un bouquin qui a été écrit par trois chercheurs, Julien Alvarez et Damien Djaouti, et encadré par Olivier Ramplot, que vous connaissez peut-être, qui viennent depuis 2005 au colloque scientifique de Ludovia. Et ensuite, côté entreprise et chercheurs, vous avez Yves Dambach, qui est le PDG de KTM Advance, donc qui est la plus grosse boîte qui fait des services game dans le monde de l'entreprise, mais qui va s'intéresser progressivement au monde de l'éducation, qui a coécrit avec Valérie Lavergne un bouquin sur ce service game. Donc on parle de service game tout de suite. À l'époque, on parlait de ludo-éducatif. Donc je vais demander à André de nous faire un petit point d'histoire. Parce que quelque part, le jeu, tout le monde connaît, donc le jeu dans l'éducation, moi j'ai pris une claque en 2004 en parlant de ça, donc ça serait intéressant de voir ça. Ensuite, on va voir l'étape service game, rapidement, et puis on va couper un petit peu l'introduction, André, et on essaiera de faire intervenir Brigitte, justement, avec ses 9 slides, puisqu'elle va nous faire un petit retour d'expérience en classe, parce que l'intérêt c'est qu'est-ce qui se passe en classe avec les jeux, et après on fera peut-être une petite synthèse avec André, sur, qu'est-ce que je disais, donc l'apprentissage et les jeux numériques. Et moi j'ai prévu une dizaine de petites questions si on y arrive. Donc on va essayer de faire mieux que les autres, très vite. L'essence, je pense que tout le monde c'est un jeu. À vous, André. Bonjour, j'ai été enseignant et puis depuis maintenant 30 ans, je suis travailleur immigré à Genève où je m'occupe de recherches sur l'apprendre. Et la question justement du ludique d'apprentissage est une vieille question qu'on peut faire remonter à la Renaissance, et un vieux débat, puisque déjà Gargantua, le héros de Ravel, proposait de jouer aux cartes pour apprendre les mathématiques. Alors le jeu évidemment s'est propagé au cours des siècles, et notamment avec des philosophes comme Rousseau qui mettaient en avant les apprentissages philosophiques, et puis une dame qui a surtout travaillé là-dessus, qui le préconisait comme un vrai principe pédagogique, c'est Madame de Genlis, qui était la vraie gouvernante de Louis-Philippe. Les pédagogues, pour parler rapidement des pédagogies dites nouvelles, ont toujours favorisé le jeu, ont toujours développé, que ce soit les Suisses, les Américains ou les Français. Bien sûr, celle qui l'a le plus mise en scène, c'est Montessori, mais d'autres pédagogues comme De Crowley ou Claparède ont beaucoup fabriqué des jeux, ont théorisé sur les jeux, pour montrer leur impact et leur intérêt sur l'apprendre. Le seul qui a été réticent, c'est Freinet, qui, lui, mettait plutôt en avant le travail. On trouvera dans le philosophe qui est aussi réticent, c'est Alain, qui trouve que le jeu est défavorable à l'apprentissage. Alors le débat est revenu, bien sûr, sur la question des serious games, que de plus en plus on voudrait introduire dans l'éducation, et à travers les serious games se pose de nouveau la question de qu'est-ce qu'on apprend à travers les jeux. Alors très souvent, on met en avant que les jeux, essentiellement, ça apprend à coordonner les doigts, et c'est vrai que les neurosciences nous montrent que la zone qui correspond au doigt dans le cerveau est développée chez les gens qui s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo en particulier. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a peu de recherches, malgré tout, sur l'impact des jeux sur l'apprendre. Les quelques recherches qui ont été faites ont été financées par Nintendo,
auprès du MIT, mais peu sont encore intéressantes et très difficile de faire encore une méta-analyse. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé par exemple des recherches sur l'armée américaine qui préconise l'apprentissage des jeux vidéo pour favoriser l'apprentissage sur simulateur. Ce qu'on met surtout en avant, c'est évidemment l'aspect motivation. Les jeux apporteraient un regain de motivation et on pourrait s'appuyer sur ce ressort pour faire apprendre les élèves. Mais très souvent, cette motivation pour les jeux, puisque les enfants passent parfois plus de temps sur les jeux que par rapport à l'école, est un peu sans moyen pour se couper de l'école, avec cette phrase qu'on trouve parfois, la console. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'apprentissage et les jeux? D'après nos expériences et les observations que nous faisons, les jeux de réflexion ne sont pas inintéressants. Ils développent la mémoire et la logique, la volonté et les goûts d'effort, le respect des consignes, l'intérêt des concentrations et la confiance en soi. C'est des éléments qu'on pourra éventuellement reprendre en compte dans l'éducation. Les jeux d'action favorisent plutôt l'élaboration des stratégies, notamment si on pousse les élèves à observer ce qui se passe, et éventuellement l'intuition. Les jeux d'aventure, les jeux de rôle incitent à explorer des situations pour poser des problèmes, éventuellement pour se confronter à d'autres points de vue. Indirectement, ils développent la curiosité et la recherche, autant de paramètres intéressants pour l'apprendre. Et éventuellement, dans ces jeux, on peut s'appuyer sur la situation proposée pour mettre en place des énigmes qui peuvent éventuellement faire passer la pilule, c'est-à-dire faire passer des connaissances scolaires. Les jeux les plus intéressants, évidemment, qui ont été un peu plus étudiés, c'est les jeux de simulation et les jeux de stratégie, dont on connaît tous les mérites, évidemment, en situation professionnelle, mais aussi pour aborder des situations complexes, comme SimCity par rapport à l'environnement, ou d'autres jeux par rapport à la santé et l'économie. Éventuellement, ces jeux-là peuvent aussi permettre de simuler des situations pour réagir par rapport à une situation de crise. Malheureusement, nos politiques ne les pratiquent pas. Alors, juste pour conclure cette première partie, vous voyez, la question de recherche qui se pose à nous, c'est de demander, non pas si le jeu a une fonction éducative, il a une fonction éducative, à condition bien sûr de savoir quel jeu et quelles caractéristiques ont ces jeux pour avoir cette fonction éducative, comment les mettre en scène, comment éventuellement faire un travail de métacognition, qui est un point qui n'a pas été développé dans le rôle du prof d'aujourd'hui, évoqué tout à l'heure, je reviendrai ensuite, et à travers ça, bien sûr, comment les rendre plus pertinents. On peut éventuellement les détourner en classe pour les rendre plus pertinents, ou les intégrer à des stratégies pédagogiques ou de formation. C'est là-dessus que j'interviendrai après. Une question avant de passer la parole à Brigitte. Est-ce qu'un enseignant qui veut utiliser des jeux vidéo, est-ce que ça doit être un gamer? Parce que c'est la question qu'on souvent nous pose. On dit, ouais, mais moi je ne suis pas un gamer, donc est-ce que je peux utiliser? Il faut bien sûr qu'ils connaissent un petit peu les jeux, ça c'est évident. Le problème, c'est que très souvent, il se sent déstabilisé par rapport à ces gens qui connaissent plus que lui. En vrai, donc visiblement, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'un jeu pour jouer en classe. On est d'accord, avec le numérique en soi est intéressant. Le côté immersif, visiblement, vous avez utilisé des jeux parce que ça concentre les élèves, donc les univers virtuels, ou votre collègue vous parliez de ça. On a un côté immersif qui est peut-être intéressant pour la concentration des élèves. Le côté motivationnel, visiblement aussi. Alors, est-ce que c'est motivationnel parce que c'est les nouvelles générations et donc le numérique c'est forcément motivationnel, ou est-ce que c'est le jeu en soi? On voit qu'il y a, vous parlez de jeux, alors nous on parlait de serious game, donc des choses un peu compliquées, ça peut être des jeux très très simples, des jeux d'arcade. Et après ce que vous dites, c'est effectivement comme c'est numérique, on peut suivre le parcours et évaluer aussi, parce que derrière tout ça, on peut suivre donc globalement en synthèse, avant qu'on passe les questions, avec toutes ces innovations, André, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce qu'on peut apprendre? Quels sont les apprentissages générés avec ces jeux, qu'ils soient complexes ou plus simples? C'est ça qui intéresserait, à mon avis, l'enseignant, s'il veut l'utiliser en classe. On apprend tout. Depuis l'apprentissage de la lecture, à maternelle à 4 ans, ça, je vais choquer en disant ça, c'est un bon âge pour apprendre à lire, par exemple. C'est un bon âge aussi pour apprendre à écrire. Le problème, c'était la dextérité, mais là, avec les jeux, ça facilite les choses. Jusqu'à des choses hyper compliquées, comme les simulateurs. On peut simuler les fonctionnements de centrales nucléaires, par exemple. Donc tout est possible. Le seul problème maintenant, c'est le problème de la formation des enseignants. Là, il y a déjà toute une grosse difficulté, c'est la réticence de beaucoup d'enseignants. C'est moins vrai la nouvelle génération, qui est beaucoup plus
adhèrent plus facilement. Et pour les anciennes générations comme les miennes, par exemple, il y a encore beaucoup de réticence parce qu'ils se sentent soit pas à la hauteur, soit défavorisés par rapport à leurs élèves qui en savent plus. Donc là, c'est un problème de culture à faire passer, de changement de culture, que je vois uniquement faire possible par notre formation d'enseignant. Et ça, c'est un vrai débat actuel. Dans la littérature, ou du moins dans la presse, on va dire ça comme ça, moi je vois souvent, on parle de gamification de la société. Et alors, est-ce que ça peut, comme corollaire, dire qu'il y a une ludification de l'enseignement? Oui, mais alors là, le problème, c'est qu'il faut être paradoxal là-dessus. Il faut des jeux pour être du numérique, mais pas que du numérique. Il y a beaucoup d'autres façons d'apprendre, et il ne faudrait pas se limiter à ça. Bon, à la fois, je dis, une tablette numérique est absolument indispensable dès l'école maternelle aujourd'hui, mais en même temps, il ne faut pas penser qu'on va faire tous les apprentissages à travers la tablette. Le contact de la réalité, le contact avec l'autre, le contact avec son corps, sont des passages obligés.